Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur latribune.fr. Je suis Philippe Mabille, j'ai l'honneur de diriger la rédaction de La Tribune, aux côtés de Jean-Christophe Tortora et toutes les équipes. Je voudrais d'abord dire merci à Anne Hidalgo d'avoir gardé son calme dans un moment qui est évidemment toujours tendu. Vous savez, si on a voulu faire, nous, La Tribune, et si on est engagé à parler de ces sujets-là, c'est parce qu'on pense évidemment qu'ils sont importants. Vous pouvez nous lire tous les jours et vous pouvez regarder en particulier le sondage exclusif qui sera commenté par Frédéric Dabi, que je salue, qui est dans la salle tout à l'heure, et qui évoque toute la difficulté, effectivement, de l'adaptation, de la conciliation des contraires et la nécessité du débat. Alors, pour en parler, ce débat, toute cette journée qu'a organisé La Tribune, nous avons de nombreuses tables rondes. On a pris un petit peu de retard, on va essayer de le rattraper. Alors, avec moi, pour parler du réveil écologique en France et pour parler de la planification écologique, j'ai le plaisir de recevoir le premier adjoint à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, qui a été cité tout à l'heure et qui va répondre à la personne qui a interpellé Anne Hidalgo. Le maire de Bordeaux et vice-président de la métropole de Bordeaux également, bien sûr, Pierre Urmic. À ses côtés, nous avons Nadia Maizi, qui est donc directrice du Transition Institute et qui est auteur du 6e rapport du GIEC. Nous avons également, à côté d'Emmanuel Grégoire, Nathalie Hilmy, qui a également travaillé sur le 6e rapport du GIEC. Donc vous voyez que nous donnons la parole aussi aux experts, aux scientifiques, aux économistes. Et enfin, une architecte et urbaniste, Sophie Denisov, qui travaille pour notamment tous les questions, on parlera beaucoup des banlieues, à l'atelier Castro-Denisov et associés. Voilà, pardon. Je voudrais peut-être commencer par donner la parole à Emmanuel Grégoire, peut-être rapidement Emmanuel, pour répondre, bien entendu, à l'interpellation qui a été faite sur le sujet d'Austerlitz, qui quelque part illustre la thématique, puisqu'on voulait parler de planification écologique et du monde urbain de demain. Oui, merci beaucoup, merci à la Tribune de l'invitation. D'abord, dire que le sujet est intéressant. Il est extrêmement désagréable sur la forme, je vais y revenir, mais il est intéressant sur le fond, parce qu'il questionne assez fondamentalement toute construction intellectuelle sur une trajectoire de neutralité carbone. C'est comment on peut articuler un discours qui projette une ambition de neutralité carbone, tout en acceptant l'idée que le monde tourne autour de soi, que le monde a des besoins qui évoluent, que ce soit en matière d'activité économique, de logement, etc. Et évidemment, le pendant qui permet notamment de tendre vers la neutralité, qui est toutes les mesures de compensation, de neutralisation que nous mettons en œuvre à travers la végétalisation, on y reviendra. C'est désagréable sur la forme parce que c'est profondément injuste, ce à quoi nous avons insisté, profondément injuste. Et pas tant que la ville soit interpellée sur ses propres responsabilités sur ce sujet, mais venir interpeller de façon aussi inélégante la maire de Paris. Je le dis parce que ce sont des acteurs avec lesquels nous avons l'occasion régulière d'échanger. Alors qu'il ne s'agit pas d'un projet de la ville, il s'agit d'un projet de l'État, par l'État et pour l'État. C'est un projet qui a fait l'objet d'une procédure d'attribution de permis de construire par le préfet de région, au titre de l'intérêt supérieur des mesures dérogatoires du droit communal en matière d'urbanisme. C'est un permis de construire du préfet de région qui comprend deux choses. Je reviendrai sur la CEMAPA parce que c'est exact qu'elle est dans la boucle. La première, c'est un projet de réhabilitation de la gare par Gare et Connexion. Et on a souvent ce débat avec Gare et Connexion. Mais parfois, il m'arrive aussi de penser que Gare et Connexion, il va un peu fort sur ses projets de rénovation de gare à Paris. Pourquoi ? Parce que c'est l'endroit où ils peuvent faire de la valorisation foncière au service d'une redistribution de l'investissement dans les autres gares qui ne le permettent pas. Et les méga-projets de gare, et nous y avons mis plutôt le haut là, les méga-projets de gare à Paris sont la manne financière de la SNCF pour financer la réhabilitation des infrastructures de gare ailleurs. Je précise qu'on aura le président de la SNCF dans quelques instants. Il faudra l'interroger, mais moi je ne blâme pas la SNCF là-dessus. C'est qu'on a conçu un modèle de financement des infrastructures publiques qui est déficient en termes de capitaux publics mobilisés. Et du coup, la SNCF, comme d'autres acteurs, est obligée de faire de la valorisation foncière pour payer sa trajectoire d'investissement. Mais Emmanuel Grégoire, juste un point, il y a eu le sujet de la gare du Nord qui a été... qui a fait polémique, sur lequel il y a eu une réduction des ambitions. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire pour faire en sorte que l'une des premières gares
française, hein, avec évidemment l'Eurostar, etc., ne soit pas réhabilitée. Comment on trouve le bon modèle économique? Comment on planifie justement? Comment moi j'ai une position. L'économie et l'écologie. Mais c'est pas un problème d'économie. Là, en l'occurrence, les infrastructures publiques, c'est financé par de l'argent public. C'est pour ça qu'on appelle ça les infrastructures publiques. Si on fait payer les hôpitaux et les rails de nos trains par du rendement financier d'actifs de l'opérateur qui les fait fonctionner, ça ne peut pas marcher. Mais ce que le monsieur disait, si j'ai bien entendu, et c'est un vrai sujet, on parle beaucoup d'action cœur de ville, de revitalisation des commerces de proximité, c'est est-ce que ces méga projets, ces centres commerciaux restent aujourd'hui dans le monde de demain, dans l'urbanisation de demain, la bonne échelle? C'est pas du tout un méga projet. En tout cas pas sur le versant que vous évoquez là, qui est celui du commerce de proximité. Là aussi, 25 000 mètres carrés de commerce, c'est absolument pas sur des espaces concurrentiels du commerce de proximité. Absolument pas. On parle de grandes marques qui vont venir s'y installer potentiellement, on ne sait pas lesquelles. On ne parle pas de bouchers installés dans la gare qui vont venir concurrencier. Les bouchers, et le seul secteur dans lequel il y a des commerces de proximité, c'est sur le 5e arrondissement. Le maire en a besoin. J'entends, mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on n'entend pas dans la société un débat sur le changement de modèle? On ne veut plus de ce modèle-là, que les jeunes disent il faut changer. Bien sûr, mais j'ai dit que c'était... Et on a du mal à passer de l'un à l'autre. Non, mais j'ai dit que c'était légitime sur le fond. Je dis juste que c'est vraiment dégueulasse de venir le faire devant la maire de Paris. Sur la forme, on est tous d'accord. Non, mais ce n'est pas seulement qu'un problème de forme, c'est aussi un problème de fond sur la responsabilité des uns et des autres. Nous, Gare et Connexions et l'État sont venus nous voir en nous disant à cet endroit-là, on veut faire deux choses. Rénover la gare d'Austerlitz, oui, c'est nécessaire. Et toute personne qui connaît le site historiquement ne peut penser qu'il ne fallait pas y faire quelque chose. Et l'Agence française de développement, pour y créer la cité du développement durable, ce qui est un paradoxe vu les propos qui sont évoqués, dans lequel l'AFD a prévu de restructurer l'ensemble de ses implantations administratives et puis d'y adjoindre les représentations françaises de toutes les grandes ONG environnementales qui le souhaiteront et toutes les représentations des institutions internationales. Questionner ce projet, c'est pas inintéressant. Et me convient-il sur le plan architectural? Non. Simplement, il a été dessiné en 2014, le permis a été attribué en 2020. Pourquoi les associations sont là? Je les connais parfaitement. Il y en a 4. Ce sont les associations qui avaient formé un recours sur le permis de construire. Ils ont été déboutés par la Cour d'appel, puisque ça a été instruit en Cour administrative d'appel. Ils ont été déboutés par le Conseil d'État. Et aujourd'hui, ce projet a été validé par toutes les voies légales, toutes les voies de recours. Et je comprends. Et moi, je ne condamnerai jamais le rôle d'association, d'interpellation, etc. Mais je trouve qu'il y a une immense injustice à ne pas aller à l'endroit qu'il faut, et en l'occurrence à ceux qui portent la responsabilité du projet. Et nous avons veillé de façon intelligente avec l'AFD, enfin intelligente, c'est très superfétatoire comme jugement, mais en tout cas on a essayé, avec l'AFD, d'améliorer le projet. Le projet, c'est 20 000 mètres carrés de création d'espaces verts. C'est l'extension du jardin Marie Curie, qui est celui qui est attenant au jardin de la Pitié-Salpêtrière, qui sera notamment ouvert au public. 20 000 mètres carrés. C'est sur le plan architectural des matériaux biosourcés, une ferme photovoltaïque, etc. On a veillé, nous, à essayer d'aller le plus loin possible dans les externalités positives qu'on peut intégrer au projet. Notamment, et je finis par là, un grand réservoir, puisqu'il y a un immense réservoir de 50 mètres de profondeur qui est capable de contenir des quantités astronomiques d'eau. Il sert à quoi? Il sert, dans les cas où il y a des précipitations très importantes, à servir de réservoir relais pour les réseaux d'assainissement, pour éviter que les débordements liés aux précipitations trop importantes aillent dans la Seine, parce que les égouts débordent, et aillent dans ces réservoirs où ils sont mis en attente le temps que la pression sur les réseaux d'assainissement baisse. Et voilà, j'arrête là parce qu'il y a bien d'autres sujets plus utiles. Mais merci beaucoup Emmanuel Grégoire. Vous aurez sans doute l'occasion de répondre encore sur ces sujets. D'une certaine façon, c'est une bonne illustration de la thématique. Nous avions choisi, sans savoir qu'il y allait y avoir ce débat, quelle planification écologique pour le monde urbain de demain. Si on avait choisi ce thème, c'est parce que la planification, on en parle beaucoup au niveau de l'État. C'est aujourd'hui l'ambition, hein. Il y a un commissaire à la planification à Matignon, Antoine Peillon, qui aujourd'hui est devenu le grand Manitou de cette réflexion du long terme. Et si on voulait parler de planification dans les villes, c'est parce que, vous en témoignerez tous les deux peut-être, et je vais me tourner vers le maire de Bordeaux pour distribuer la parole, ces questions du plan climat, elles ne sont pas nouvelles dans les villes. On se les pose depuis longtemps, même à la tribune. Moi, j'ai fait tous les forums zéro carbone de la tribune,
avec Jean-Christophe Tortora, on parle de plan climat. La question maintenant, c'est les résultats. C'est qu'est-ce qu'on attend de ces plans climat? Est-ce que la vision qui est portée n'a pas aussi été un peu modifiée par l'accélération, le sentiment d'urgence? Alors, Pierre Urmic, vous êtes le maire de Bordeaux, vous êtes un maire écologiste. Vous aviez un plan climat peut-être qui datait de la précédente mandature. Comment est-ce que vous voyez finalement l'accélération de ces plans climat et comment on peut concilier une vision du court, la nécessité, l'urgence du court terme, on le voit bien, c'était le cas d'Austerlitz, c'est un sujet de court terme, et en même temps le long terme, la vision, la stratégie pour rendre nos villes, Bordeaux en particulier, où il a fait très chaud aussi cet été. Merci. Vous posez bien la question, notamment sur nos obligations à court terme et nos obligations à long terme, que je résumerai par une formule. Le maire, il est le maire du quotidien et le maire du lendemain. Et il faut qu'il soit équilibré dans ces deux tâches qui lui incombent. Le maire du quotidien, c'est le maire qui est chargé de réparer la ville. Réparer la ville au quotidien, c'est-à-dire, il hérite d'un modèle urbain, qui est un modèle urbain daté. On parle de Bordeaux, par exemple, c'est une ville qui est magnifique, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, mais une ville qui est très minérale et avec une obligation pour nous de la végétaliser. Et je dirais de la végétaliser à outrance, tellement le retard pris est important. Donc le maire du quotidien, c'est le maire qui va voir les riverains, qui va leur dire, écoutez, devant chez vous, plutôt que d'avoir une place de stationnement, vous aurez un arbre. D'abord, un arbre. Je dis, oui, mais vous aurez 2 ou 3 degrés moins chaud l'été chez vous. Certains me répondent disant oui, mais j'aurai peut-être plus froid l'hiver. Mais bon, vous serez en tout cas moins chaud l'été. Donc c'est un travail de dentelle, le maire du quotidien. S'il veut réparer sa ville en l'adaptant aux nouveaux défis climatiques, c'est, je vous promets, un travail à portée d'engueulade, pour reprendre ce qui s'est passé. Mais justement, c'est ça, c'est ce qu'on vient de voir aussi, oui, à portée d'engueulade. Comment on travaille sur l'acceptation d'une transformation qui doit s'accélérer? Les gens en ont conscience. Dans le sondage que la Tribune publie ce matin, c'est sur les Franciliens, les gens voient bien la nécessité d'accélérer, mais en même temps, ils veulent que ce soit pour tout le monde, que tout le monde participe aux efforts. Et oui. Alors, il faut le faire avec tact, avec doigté, avec concertation, mais il faut le faire aussi en même temps, excusez-moi d'employer l'expression, un petit peu à la hussarde. Tellement les enjeux climatiques sont prégnants et contraignants. Je vais vous citer un exemple. Par exemple, Bordeaux, pour ceux qui connaissent la ville, nous avons un périphérique, ce qu'on appelle les boulevards à Bordeaux, qui sont une mini-rocade. Les vélos étaient de fait interdits sur cette mini-rocade. Et moi, nouvellement élu maire, je me suis dit, on ne peut pas durer. Il faut que les vélos aient accès à la rocade. Je me suis dit, si j'organise une concertation classique, je pars pour 6 mois ou 1 an, j'ai le lobby automobile assez influent à Bordeaux qui va me pourrir la concertation et je ne referai jamais cette infrastructure routière. Alors je l'ai fait là, vraiment, et j'assume la méthode, je l'ai fait à la hussarde. À la hussarde, tout en ayant un souci qui est une pratique qui est développée dans certaines villes, qui est ce qu'on appelle l'urbanisme tactique. C'est-à-dire qu'on réalise et on concerte après, mais tout en disant... Bon, moi, ce que je voulais faire, c'était une bande cyclable sur les boulevards, c'est-à-dire condamner une voie automobile. C'est une 2 fois 2 voies automobile. Donc moi, je veux dire, ça ne serait plus qu'une voie automobile. L'autre sera une voie dédiée au vélo. L'urbanisme tactique, ça veut dire que vous n'engagez pas de frais importants, vous réalisez et vous voyez après si ça marche ou pas. Donc moi, j'ai réalisé, du jour au lendemain, j'ai peint. Ça ne m'a pas coûté cher, j'ai peint et j'ai dit, mais désormais, les voitures ne circuleront plus là, ça sera les vélos. Vous n'imaginez pas ce que j'ai pris comme courrier, comme engueulade. On m'a dit, vous avez compris mes amis. Ils m'ont dit, mais tu es fou de faire ça, tu es fou. Ben, je dis, écoutez, c'est simple, si ça ne marche pas, je reviens en arrière. Au lieu de concerter en amont, je vais concerter après, si ça ne marche pas. Donc la première semaine, on m'a dit, de l'écologie pragmatique, c'est ça? Vous êtes un écologiste pragmatique. Ah oui, ô combien. Mais donc, si ça ne marchait pas, je revenais en arrière. La première semaine, ça n'a pas marché. La deuxième non plus. Puis, progressivement, les cyclistes sont sentis sécurisés et sont venus sur cette artère. Résultat des courses, 75% de cyclistes en plus sur cet itinéraire des boulevards de Bordeaux, 75% en plus, et une baisse de la pollution de 30%. Et personne aujourd'hui ne le remet en question. Et très honnêtement,
Si ça n'avait pas, j'étais sûr que ça allait marcher. Si ça n'avait pas marché, je revenais en arrière en disant ben, on va arrêter, on va effacer la peinture et on va rendre ça à l'automobile. Ça a marché et tout le monde en est conscient. Donc je vous dis, c'est un peu à la hussarde, c'est un peu a posteriori, c'est de l'urbanisme tactique et je pense que ça marche, il faut le faire. Mais l'urgence de la situation, franchement, à nous, maires, nous impose de prendre des décisions difficiles à supporter, à encaisser à court terme par nos habitants. J'allais dire vert ou pas vert probablement, mais ça peut être un autre débat. Je vais continuer à distribuer la parole, peut-être avec Nadia Maïzi. Donc on devait avoir un débat, mais il n'a pas pu venir avec Édouard Bergeon. Comme on a un peu bousculé le calendrier, merci d'être là. Peut-être revenir sur cette notion d'urgence. Vous avez travaillé sur ce 6e rapport du GIEC, je le disais tout à l'heure. Il a fait beaucoup de bruit, peut-être pas assez, mais enfin, on a l'impression qu'il y a un vrai réveil aujourd'hui des consciences, tout simplement parce que ce réchauffement climatique, l'année 2022 en France, c'est la plus chaude qu'on ait jamais connue. On peut toujours être climato-sceptique, mais on ne peut pas dire qu'on n'a pas aujourd'hui des changements perceptibles. Par rapport au monde urbain et à l'adaptation, comment est-ce que vous sentez les choses? Est-ce qu'il faut accélérer notamment les régulations, mettre plus de contraintes, ou ça va se faire aussi par finalement la conviction citoyenne, la pression citoyenne? Bonjour. Donc merci pour cette invitation. Je pense que c'est important que les scientifiques repositionnent un débat que je vois très tendu dans une urgence qui est effectivement celle qui vient d'être évoquée. Et par rapport au monde urbain, ce qu'il faut comprendre, c'est que je trouve que c'est très emblématique de ce problème auquel nous devons faire face, parce que d'abord, ça dit notre rapport à la planète et à notre environnement. Et ça représente la majorité des lieux dans lesquels les populations vivent. Et ça constitue la majeure partie du problème que nous avons à régler, puisque en 2015, les régions urbaines représentaient 62% des émissions de gaz à effet de serre. En 2020, on est passé à 70% des émissions de gaz à effet de serre. Donc en prenant en compte non seulement ce qui correspond à la ville elle-même, mais la région autour, et puis les flux pour tout ce que les citadins doivent consommer pour leur quotidien. Et juste pour vous donner aussi une notion de l'importance par rapport au monde développé dans lequel nous sommes vis-à-vis du monde en développement, il y a eu entre 2015 et 2020 un poids 7 fois plus important en termes de progression par chaque habitant d'une ville dans les pays développés. C'est-à-dire que cette progression est extraordinairement rapide en termes de ce que par habitant nous consommons par rapport à un monde qui est en train de se développer et qui réclame en fait une justice climatique du fait du poids de la responsabilité historique. Donc ça, je pense qu'il faut bien le garder à l'esprit, surtout quand on est dans des débats où finalement on est très auto-centré. Moi, je n'habite pas à Paris, donc je vous écoute ce matin. Je n'habite pas à Bordeaux non plus, j'écoute ce matin, monsieur le maire. Mais ce que je pense, c'est que la transformation doit être extrêmement profonde et qu'elle va bouleverser tout le monde dans son quotidien. On n'a pas le choix. Et cette urgence, en fait, elle ne pourra être réglée en petite partie qu'à ce prix-là. Donc, il faut communiquer là-dessus. Et il faut en fait n'être pas dans le punitif, mais être plutôt dans un engagement. Moi, je ne crois pas pouvoir convaincre qui que ce soit sans porter une vision de long terme. Donc quand on parle de planification, ça me paraît tout à fait central. Moi, je n'entends pas l'idée de passer l'hiver et faire de la sobriété. Ça ne me touche pas par rapport aux enjeux de climat. Par contre, reconfigurer la ville, reconfigurer notre rapport à notre mobilité, faire en sorte que tout le monde accède à des possibilités de se mouvoir, quel que soit en fait l'endroit dans lequel il vit dans le territoire français. Ça, c'est très important parce que chaque ville ne pourra pas régler son problème seule. En fait, les villes sont un tissu
un tissu urbain qui maille un territoire. Donc au niveau français, il y a des gens entre les villes et pour ces gens-là, il faut réfléchir aussi aux enjeux de mobilité. Donc je pense que l'idée de rassembler en fait tous les maires est très intéressante. Et dans le cadre du rapport, en fait, on a évalué qu'il y avait plus de 800 villes sur la planète qui avaient décidé de s'engager vers la neutralité carbone. Alors ce sont des projets dont on ne sent pas en fait l'impact, puisque globalement, on est toujours en train d'assister à une croissance des émissions de gaz à effet de serre. Mais par contre, on voit bien que maintenant, l'enjeu, c'est d'engager à différents niveaux de décision, c'est-à-dire que ce ne sont pas que les États qui peuvent, ce ne sont pas que les multinationales qui peuvent, ce sont aussi les citoyens, les communautés, les associations, je pense que c'est très important, les maires, les régions, et il faut qu'il y ait une coordination. Ce que j'ai entendu ce matin sur ce projet qui m'a l'air assez emblématique, c'est qu'il y a un manque criant de coordination. Si une ville essaye d'aller vers un mieux vivre par rapport à la question de l'environnement, et qu'en parallèle, il y a d'autres structures qui décident de projets orthogonaux avec cet enjeu-là, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas. Donc il faut cesser le clivage et vraiment être dans un engagement très collectif par rapport à tous ces enjeux de climat. Donc la planification, c'est coordonner tous les efforts de tous. Peut-être, Nathalie Limy, on est très pressé par le temps, donc en 2-3 minutes, peut-être votre vision aussi d'économiste. Vous avez travaillé sur ce 6e rapport du GIEC. Comment est-ce qu'on arrive à concilier aujourd'hui le court terme et le long terme pour conduire à ces changements? En travaillant tous ensemble, je pense que ça c'est une nécessité, c'est comme Nadia l'a dit, il faut une coordination, il faut une transformation inclusive, il faut que tout le monde y participe au niveau de la décision, mais aussi des impacts. Il ne faut pas oublier les populations marginalisées, les plus vulnérables. Au niveau des villes, on a quand même dans le monde 50% de la population mondiale qui vit dans les villes. D'ici 2050, ça sera 2/3 de la population mondiale, donc c'est énorme. Les villes sont les parties qui ont causé le plus ce changement climatique, mais c'est aussi la partie de la solution. Pour ces solutions, on peut penser à une autre façon de penser le transport, que ce soit les transports en commun ou que ce soit le transport individuel. Le transport individuel, passer peut-être de plus en plus à des modes plus durables, la voiture électrique, avec les batteries qui deviennent avec une performance technologique. Une filière économique qui est en train d'arriver et industrielle en France. On en parlera avec le président du MEDEF dans quelques instants. Voilà. Et puis le vélo. Le vélo, j'allais en parler, le vélo, la marche à pied. Il y a quelque chose qui est quand même assez incroyable, que les gens aillent en voiture à leur travail et reviennent en voiture, se garer et repartir après faire du sport. Pourquoi ne pas prendre le vélo ou marcher quand c'est possible et éviter cela? Je pense que c'est pour notre bien-être aussi, notre santé. Donc tout est Sauver la planète, ça peut faire du bien à notre propre corps. Ça, c'est intéressant comme remarque. Sophie Denisov, donc, je le disais, vous avez beaucoup travaillé sur les sujets de revitalisation des banlieues. On en parlait tout à l'heure. Moi, je rappelais ce film, c'est M. Macron qui m'y a fait penser en lançant ses projets de RER, de 10 RER. On en parlera avec le président de la SNCF. Il y a un film des années 70 avec Jacques Higelin et Marthe Keller qui s'appelle Elle court, la banlieue. C'est la naissance des villes nouvelles en région parisienne et l'arrivée du RER, effectivement, une décision planifiée dans les années 60 et qui change l'Île-de-France dans les années 70 et au-delà. Vous qui avez travaillé sur la revitalisation de ces quartiers, etc., le lien entre mobilité et climat, finalement, et la vie dans des villes qui sont un changement de mode de vie, finalement, ne pas enfermer les gens et leur proposer une autre façon de vivre. Oui, je dirais, enfin moi j'ai plutôt envie de parler de cas un petit peu physiques, de la vie physique, concret. Peut-être parce que voilà, je suis architecte et que au fond tout ça soulève des inquiétudes monumentales. Mais aussi, ça révèle cette question de la transition climatique, de tous les enjeux, de tous les leviers à activer, etc., la difficulté. Ça soulève aussi la question de comment on se projette et d'aspirations nouvelles, sûrement, pour beaucoup de gens, pour
pour beaucoup de gens. Et je pense qu'il y a énormément de leviers dans la ville. Vous venez de le dire, la ville, c'est une partie de la solution. C'est un énorme émetteur, c'est un énorme consommateur de carbone, mais c'est aussi une grande partie de la solution. Et je pense que toutes les ressources qui sont là, que ce soit l'existant comme ressource, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut réinvestir les constructions, les infrastructures pour multiplier les mobilités, comment on peut travailler sur l'innovation, les nouveaux matériaux, les nouvelles filières, comment on peut travailler sur la nature en ville, comment on peut s'appuyer sur beaucoup d'acteurs. Et je trouve que c'est vrai que l'échelle, les acteurs de l'aménagement, c'est énorme. Ça va des grands acteurs d'aménagement jusqu'à nos étudiants d'architecture qui ont quand même intégré toutes ces nouvelles donnes, qui sont très, très actifs. Mais je trouve aussi que cette échelle des maires, elle est très intéressante parce qu'elle est à la croisée de ces questions de planification qui sont un peu inatteignables, enfin un peu illisibles, et de la réalité. Alors, moi, je ferais un peu un truc entre le centre et la périphérie, parce qu'on voit bien que Paris, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de choses de faites et à faire. Mais finalement, la ville-centre, elle est figée, elle est déjà là. Le Paris 2050, il existe. On voit bien que le réseau de transport est extrêmement dense et les mobilités, etc. Finalement, l'enjeu à Paris, c'est de la faire respirer, sûrement peut-être de la desserrer. De l'ouvrir sur sa banlieue. De lui donner une meilleure accessibilité sociale, je dirais. De traiter le rapport à la banlieue, que ce soit le rapport physique, mais aussi des questions de gouvernance qui compliquent un peu toute la gestion de la métropole. Et finalement, on voit bien que la banlieue, elle est à la fois frappée de beaucoup de handicaps, elle a un déficit d'attractivité, elle a des problèmes structurels de transport et le fait que la ville la métropole soit très centralisée, donc il y a beaucoup à faire encore sur le transport, sur la multipolarité, celle que porte la ville du quart d'heure, celle qu'on la IGP a promue aussi. Avec Carlos Moreno. Voilà, avec Carlos Moreno, que j'ai croisé. Mais je pense que la banlieue a peut-être un coup d'avance aussi, parce qu'elle a énormément d'atouts. Elle a d'abord... c'est un territoire qui a une plasticité, qui a une forme aussi de sédimentation, mais beaucoup moins figée qu'à Paris, avec une capacité de réappropriation de son sol, de sa géographie. Enfin, il y a du sol. Il faut que je me dépêche. Oui, là, je suis désolé parce qu'on me presse sur le temps. On a été un peu bousculé. Mais peut-être pour rebondir sur ce que vous dites et conclure avec Emmanuel Grégoire sur un point, ce que dit Sophie Denisov sur la fin de la frontière, Paris-banlieue, centre-périphérie, vous y travaillez beaucoup. Est-ce que c'est, en 2 mots et en 2 minutes, Emmanuel, avant de passer la parole à Geoffroy Roux de Bézieux et parler du monde économique, est-ce que c'est pas ça aussi? Parce que c'est aussi une attente du monde économique, cette frontière aujourd'hui artificielle du périphérique. Est-ce qu'il ne faut pas la faire sauter vraiment complètement? D'abord, dire que je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit et que ça nourrit beaucoup de ce que nous faisons, notamment dans le PLU bioclimatique. On passe d'un urbanisme de production à un urbanisme de transformation, de végétalisation, de travail sur les usages, la ville du quart d'heure. Je ne crois pas que le sujet, ce soit l'effacement du périphérique en réalité, parce que ça, c'est un sujet urbain, de recouture avec la banlieue. Le sujet, c'est vraiment celui sur lequel vous avez insisté, c'est la métropole multipolaire. C'est-à-dire, tant qu'on reste sur une métropole qui est structurellement trop centralisée, eh ben, vous ajoutez des problèmes d'inflation immobilière, d'habitat, de déplacement pendulaire. Il faut réussir ce pari de la métropole multipolaire. Il y a un rôle de planification, c'est le cas par exemple des villes nouvelles, c'est le cas du plateau de Saclay, c'est le cas de l'Université de Marne-la-Vallée. Il y a les infrastructures de transport et moi j'attends beaucoup à cet égard du Grand Paris Express. La meilleure nouvelle pour Paris demain, c'est le Grand Paris Express et pourtant nous ne sommes pas concernés parce que c'est vraiment un moyen de prolonger notre logique d'aménagement des portes en place, c'est d'étirer un peu la métropole avec des polarités plus importante et mieux répartie géographiquement, et avec 2 leviers qui sont fondamentaux, et je finis par là parce que vous les avez évoqués. La question de la mixité sociale est impérative, parce que sinon, vous recréez d'autres centralités
mais qui auront les mêmes effets de gentrification et de force centrifuge. Et la deuxième, c'est la question de la ville du quart d'heure, qui exprime très bien conceptuellement ça. Mais il n'y a pas de déplacement plus utile que celui qu'on ne fait pas. Et comment on favorise au maximum, sans que ce soit insurmontable au point de vue de la qualité de vie individuelle, pouvoir aller partout ou le plus souvent possible, Merci. à pied, en vélo. Merci Emmanuel. Pierre Humig, vous avez fait du chemin pour venir jusqu'à nous. Donc pour votre bilan carbone, on vous donne un mot de conclusion sur votre vision de la ville. Mais un mot, hein, parce qu'on doit écouter. Vous avez un micro? Non, écoutez, allez-y. Donc la ville post-carbone, il faut l'inventer, vous avez raison, mais je partage la conviction avec tout le monde ici, tous les intervenants, que la ville était l'échelon pertinent pour répondre aux enjeux climatiques. J'ai l'habitude de dire, la ville, c'est une petite république dans la grande. Petite république dans la grande. Et au moment où la grande est assez critiquée, notamment, je pense, Madame Masson-Delmotte qui dit la France trottine lentement derrière un climat qui, lui, change vite, je pense que nous, les villes, nous avons les moyens de galoper devant. Et moi, je dis souvent à mes concitoyens, vous faisiez allusion à l'écologie punitive, je déteste ce concept-là, mais je dis aux Bordelais, mais l'écologie punitive, c'est si on ne fait rien aujourd'hui. C'est l'inaction qui va être punitive demain. Donc prenons des décisions aujourd'hui, pas forcément faciles, pour éviter précisément demain l'écologie punitive. Et une dernière réflexion, je pense qu'on réussira ce challenge si on réussit à embarquer les habitants, si on réussit à embarquer les partenaires de la ville. C'est un gros travail, mais je persiste à penser, je conclurai là-dessus, la ville est vraiment, à mon sens, l'échelon le plus pertinent pour répondre aux défis climatiques. Bien, merci beaucoup. Merci à tous les 5. Je suis désolé, je dois écourter ce débat.